Sur le boulevard des opinions aujourd'hui, 8 mars, vous aurez celle de 3 journalistes, 2 femmes et 1 homme. Virgile Laroncé, bonsoir. Bonsoir Jocelyne, bonsoir à tous. Je ne sais pas ce qui se passe, il veut sourire ou qu'est-ce qui... Ah, j'ai tout fait pour ne pas rire, car pourquoi vous commencez par l'homme? Je ne sais pas, parce que vous êtes le seul homme ici. C'est votre journée, vous aurez pu commencer par les femmes. En plus, comme c'est l'homme, ils vont dire, mais qui est celui-là qui s'est introduit parmi les femmes? Pas du tout, nous sommes complémentaires. Voilà. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec 2 autres femmes. Nelly Dodinou, bonsoir. Jocelyne Josobo, bonsoir. Avec aussi Alilatou Draman, bienvenue à vous. Merci, bonsoir Jocelyne et bonsoir à tous. Vous l'avez compris, tout tournera autour de la femme avec vous. Notre sujet, c'est celui-ci, émancipation de la femme, obstacles et défis. Mais avant, je vous laisserai dire chacun quelques mots sur le thème retenu au plan national. Le leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. Un choix, il faut le dire, qui correspond bien sûr à l'actualité au Bénin puisque l'heure est aux législatives. Nelly Dodinou, pour vous qui êtes connecté à la politique, est-ce que pendant cette période dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que vous avez remarqué des femmes qui se sont démarquées? Oui, on en a remarqué quelques-unes, quand bien même on aurait souhaité en avoir beaucoup plus. Surtout quand on se rappelle de cette fameuse loi qui devait passer par l'Assemblée nationale, où on parlait de 24% de femmes désormais si cette loi passait. Et pendant ce temps, on avait vu des femmes sorties de... Non, je ne dirais pas de nulle part, hein, mais de toutes parts. C'est là on a vu leur présence en politique et moi j'avais dénoncé. Ça, c'est une position très opportuniste parce qu'il y en a qui étaient là à faire le combat, bien avant, avant le parcours de militants. La loi n'étant pas passée, on est revenu au statu quo. Vous voyez sur les listes, c'est vraiment infirme, hein. Quand j'ai eu le temps de lire un peu, c'est pratiquement moins de 3% de femmes. Elles sont tellement infimes quand il s'agit de positionnement. Mais quand il s'agit de la mobilisation, là, elles sont vraiment mobilisées. Mais quand c'est pour les positionnements, pour aller à la députation, on en a très peu. La législature qui est en train de finir, c'est 7 femmes. On était à 9 à la 6e, la 7e, on en est à 7. Et vu le nombre de femmes positionnées, c'est pas évident si on va à l'élection avec les listes de cette façon que nous ayons à peine 3 ou 4 femmes. Virgile Laroncé, de mobilisation à positionnement, pourquoi est-ce que les femmes disparaissent? Les femmes disparaissent parce que le mensonge a été toujours, enfin, entre autres, hein, le plat le mieux consommé en politique. Je vais juste, comme Nelly le disait tantôt, prendre les derniers exemples. Vous avez vu la révision de la Constitution, les tentatives de révision de la Constitution. Entre autres arguments, on a dit que c'est pour faire la promotion des femmes, pour qu'il y ait désormais beaucoup de femmes en politique, à l'Assemblée notamment. L'actualité qui a suivi, ou ce qui a suivi immédiatement, c'est par exemple, je crois, le remaniement ministériel. Comptez combien de femmes on a au gouvernement? 4. Voilà. Donc, ça ne s'est pas traduit, cette volonté, oui, ce bel argument ne s'est pas traduit à travers cela. Pourtant, ça, c'est du concret, par exemple. Le dernier exemple, ce sont les listes de candidature. Nelly a bien trouvé, si on va aux élections avec ces positionnements-là, on aura encore moins de femmes dans la prochaine Assemblée nationale qu'on en a actuellement. Donc, c'est d'abord ça, comme vous dites, c'est le champ des hommes. Les hommes servent ce qui pourrait les sortir d'affaires sur l'instant. Voilà, puisque les femmes aussi se sont laissées faire à chaque fois, elles n'ont jamais réellement pris conscience de ce qu'elles représentent, un poids politique, qu'elles peuvent elles-mêmes à elles seules changer leur destin, aider bien sûr des gens comme moi. Je suis sur le plateau avec vous. Bien sûr. Oui, ben bon, voilà, on en est là. C'est ce qui prospère juste là. Je crois que quand les femmes vont véritablement prendre conscience, ça va un peu changer. J'ai entendu très peu, pour ne pas dire, ça ne me revient pas, hein, une femme qui a dénoncé ses positionnements. Oui, j'en ai entendu l'avocate Boukpé, je crois, dénoncer ça aujourd'hui. Oui. Mais pendant ce temps, quand on a
n'est-ce pas, avancer ça comme argument et que par la suite, les actions qui ont été posées ne sont pas allées dans ce sens, c'est en ce moment-là, n'est-ce pas, que les femmes devraient pouvoir monter au créneau. Les associations, celles qui se disent leaders des femmes notamment, montent au créneau. Mais si vous attendez que ce soit encore les hommes qui prennent votre défense, c'est une signature de, excusez-moi, de votre incapacité peut-être, votre émancipation. Alilatou Draman, Virgile Rancé a utilisé un terme, se laisser faire. Est-ce que vous trouvez aussi que les femmes cautionnent le fait qu'elles soient reléguées à chaque fois au second plan? Ben, nous n'allons pas tout le temps jeter le tort sur les hommes. Il faut dire que les femmes se laissent instrumentaliser. Et ça a été le cas dans le débat sur le positionnement des femmes quand on parlait de 24%. Les femmes sont sorties, pour prêter le mot de Nelly, de toutes parts. On les a vues sur la scène politique. On a même découvert d'autres femmes. Et du coup, on s'est dit, ah voilà, si véritablement ces personnes-là avaient l'intention de positionner les femmes, voilà une occasion de nous prouver leur bonne foi. Et puis, comme on sait d'habitude en politique, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. On a constaté que lorsqu'il a été question des listes, il n'y a pas eu assez de femmes sur ces listes-là. Ben, c'est parce qu'elles se sont laissées faire, puisque en ce temps, quand elles avaient, on supposait que c'était par conviction qu'elles défendaient ce positionnement. Qu'est-ce qui arrivait? Et aujourd'hui, elles ne sont pas sur les listes. Soit elles se sont laissées convaincues que oui, elles n'en ont pas la capacité, ou soit qu'on leur a promis des choses pour qu'elles puissent laisser leur place. Sinon, ces hommes-là, si on doit attendre toutefois que ce soit les hommes qui croient en nous, qui nous poussent, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas vouloir s'exprimer et attendre que ce soit les autres qui nous donnent le bâton magique pour y arriver. Non, il faut, quand on prend la responsabilité du leadership, il faut pouvoir se donner les outils et les moyens de s'affirmer. Et c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas attendre tout le temps que ce soit les hommes qui le fassent. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les femmes ont failli quelque part. Sûrement que, comme d'habitude, on attendait pour celles qui sont en politique ou celles qui, aujourd'hui, se représentent comme des leaders, ont attendu que ce soit les hommes qu'on leur propose peut-être de bons positionnements, ce qui n'est pas arrivé. Et donc, on a constaté ce qui est aujourd'hui, c'est regrettable. Et on se demande, est-ce que la réalité entre le débat et le concret, est-ce que c'est véritablement ce que ces femmes-là défendent comme conviction? On espère que ça va changer puisque le débat est toujours en cours, puisque comme aujourd'hui, comme toutes les fois où peut-être les autres, oui, masse, on reviendra sur la question, mais il faut véritablement qu'on le sente dans le concret, oui. Pour remédier à cet état de choses, est-ce que tout est question d'égalité? Parce que c'est le mot qu'on entend partout, même dans le thème retenu au plan national. Le thème, c'est le leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. C'est au plan national? Oui, c'est au plan national. Est-ce que c'est forcément la faute au non-respect de l'égalité homme-femme qui conduit à ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute au non-respect de l'égalité homme-femme? Oui et non. Oui, parce que on dit tous nous naissons égaux devant la loi et devant le texte. Et il y a également qu'il faut sentir la capacité de pouvoir faire. Et quand on sent la capacité de pouvoir faire chez la femme et qu'on ne lui donne pas ce privilège-là, bon, pas un privilège, qu'on ne lui donne pas l'opportunité de s'affirmer, de montrer que également elle en a les moyens comme l'homme, ça veut dire que quelque part, on brime son droit. Ça veut dire que quelque part, l'égalité n'est pas respectée. Mais lorsque la femme a ses capacités, qu'elle décide elle-même de ne pas s'affirmer, de ne pas mettre ses capacités au service des autres, on ne peut pas accuser les hommes de ne pas pouvoir l'accompagner. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un de ne pas respecter l'égalité. Dans ce cas-là, ça peut se jouer autant du côté du non-respect de l'égalité que du respect de l'égalité, mais du non de la femme qui peut-être n'a pas encore eu cette confiance en elle-même, n'a pas encore eu ce déclic-là qui peut lui permettre de dire oui, je peux, et se donner les moyens qu'il faut pour autant que les hommes faire la même chose. Nelly, sur la même question, est-ce que s'il n'y a pas assez de femmes qui sont positionnées, est-ce que c'est parce que l'égalité homme-femme n'est pas respectée? Oui, l'égalité n'est pas respectée moi je ne pense pas qu'il y aurait forcément l'égalité en matière de positionnement. Parce qu'il faut d'abord accepter que le fait que les hommes sont en politique avant les femmes, il a fallu des luttes
pour que la femme ait le droit de voter. Donc, c'est un cheminement. Mais je pense que nous sommes à un niveau où on peut exiger plus. Supposons, pendant qu'on parlait de cette révision de la Constitution, et l'argument pour mobiliser les femmes à soutenir l'idée de cette révision, c'était, vous aurez tel pourcentage, 24% au niveau des sièges au Parlement. Et moi, je disais, c'est contre même l'esprit même des tests. Puisque nous sommes de la Constitution, puisque nous sommes égaux devant la loi, et je pense qu'il y a une jurisprudence déjà qui dit, parce qu'on avait initié une révision de cette façon où on fixait déjà 20% un quota pour les femmes. Nous sommes nés égaux, donc chacun travaillera à aller de l'avant. On ne peut pas fixer cela. Mais dans la vie, les femmes peuvent s'organiser. J'ai reçu une dame aujourd'hui qui disait, si nous demandons 30%, c'est-à-dire si les femmes, de façon unanime, s'entendent et exigent sur chaque liste, nous souhaitons avoir 30% de femmes positionnées. Sans ça, nous ne votons pas. Donc, pas de positionnement, c'est-à-dire moins de 30% sur vos listes, pas de vote. Donc, c'est déjà un mouvement d'ensemble qui va inciter les autres à vous positionner. Parce que c'est un peu difficile pour les hommes de vous faire une place. Les hommes, dans leur conception du monde, ils veulent toujours être ceux qui décident pour nous, ceux qui légifèrent pour nous, sans s'en rendre compte que nous avons nos besoins. Imaginez que les femmes soient aussi représentatives au niveau de l'Assemblée nationale, que nous ayons peut-être, sur les 83 députés, que nous ayons 30 députés. Vous pensez que la loi sur l'embauche qu'on a votée, où aujourd'hui un patron se lève et renvoie à la maison, les femmes vont dire d'abord, écoutez, ce qu'on renvoie, ce sont nos enfants. Ce qu'on renvoie au gré du vent, ce sont nos enfants, ce sont nos maris. Mais les hommes, dans leur manière de légiférer, se disent, nous sommes pour la plupart les chefs d'entreprise. C'est nous qui sommes les employeurs pour la plupart du temps. Donc, on veut toujours maintenir sa position d'autorité, d'homme fort. Alors que, quand la femme est là, en dehors de son rôle politique, elle pense déjà au côté, à l'impact social de la chose et dira attention, nous ne pouvions pas faire cela. Faites de cette façon parce que ceux qui seront licenciés après, au gré du vent, au gré des humeurs du patron, ce sont d'abord nos enfants, ce sont après nos maris. Donc, l'égalité, oui, en politique, mais ça ne viendra pas tout de suite parce que les hommes ne sont pas prêts à vous laisser la place. C'est un travail de longue haleine parce qu'ils y sont. Ils sont en politique avant nous, c'est parce qu'ils ont accepté qu'on vienne en politique que nous sommes arrivés. Ils ne vont pas nous laisser, ils ne vont pas laisser les femmes les dégager ou les... En tout cas, nous sommes dans une complémentarité. C'est un travail qui va se faire. Et moi, je pense que les femmes qui veulent s'afficher en politique n'ont pas à se décourager. Elles ont à continuer le combat parce qu'elles ont à faire plus d'efforts que les hommes. D'abord, dans le monde familial, il y a ce qu'on appelle les pesanteurs sociaux, culturels chez nous. C'est difficile pour une femme de rester au dehors jusqu'à 2 heures du matin. C'est très difficile. Pour en arriver là, il faut l'accompagnement du mari, il faut la compréhension, il faut aussi. Dans le même temps, il y a les enfants à éduquer. Donc, jouer le rôle de mère de famille, d'épouse, et venir répondre aux obligations de la vie associative, du militantisme et parler de politique, c'est un peu complexe, c'est un peu difficile. Donc, il faut forcément l'accompagnement des hommes et la volonté politique doit suivre. Parce que tout ce qu'on dit, ça fait des années qu'on nous promette que les femmes seront promues. Et quand vous faites le point, finalement, vous en avez combien dans le, je sais pas... dans la sphère politique. Dans la sphère politique. Il y en a combien? Il y en a combien? Même si parfois on les nomme, elles sont très liées. Elles sont très liées et elles n'arrivent pas à s'affirmer. Moi, aujourd'hui, je vois nos ministres. Elles ne sont pas ce que moi je voudrais que la femme ministre de mon pays soit. Elles sont très très limitées. Elles sont très limitées comparativement à celles qui occupent des postes de responsabilité. Quand vous les voyez... Quand vous dites qu'elles sont limitées par quoi? Oui, il y a un leadership que je ne vois pas. Il y a un leadership que je ne vois pas.
il y a que j'ai envie de voir ces femmes-là se battre pour la cause féminine. J'ai envie qu'elles marquent leur passage. J'ai envie. Elles ont chacune leur secteur. Je ne refuse pas. Quand je parle des affaires féminines, comme ma soeur l'a dit aussi ce matin, je ne voudrais pas qu'on nous mette dans les cas sociaux. Parce que le ministère des Affaires sociales, c'est différent du ministère des Affaires féminines. Vous comprenez ce qu'on dit? En fait, c'est un problème. Genre, on range la femme dans les affaires des cas sociaux, c'est-à-dire les affaires sociales. Alors, c'est-à-dire, on rend toujours la femme... Vous voulez que la ministre du numérique s'intéresse un peu plus aux femmes dans ses activités ou... Beaucoup plus. Vous êtes femme des médias. Moi, j'ai besoin du renforcement de capacité. Qu'est-ce qu'on fait pour vous permettre, vous, femmes des médias, professionnels des médias, de vous imposer dans votre domaine, d'aller plus de l'avant, d'embrasser des domaines, la spécialisation? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais, quand on parle de l'économie numérique, on est en train de parler de quelque chose qui se développe ailleurs. Même si nous avons brûlé les étapes, nous n'avons pas fini de cultiver nos terres, nous n'avons pas fini d'améliorer nos cultures, et on est en train de vouloir faire comme les autres, parce que les autres ont franchi les étapes, amélioré leur plateau technique, et se disent, bon, ce que nous produisons, il nous faut forcément trouver un circuit, peut-être à l'international, dans la même région pour vendre. Mais nous avons oublié tout ça, nous voulons faire de l'économie numérique. Maintenant, quand on veut faire l'économie numérique, qu'est-ce qu'on fait en faveur des femmes? Quel est l'accompagnement? Comment nous arrivons à les inciter à rentrer dans ce domaine-là, à innover, à continuer? Donc, je pense que les femmes en politique doivent se dire, la mobilisation, nous sommes au cœur. On nous fait des coups pour venir soutenir. Et quand ils voulaient faire quand le projet de révision, j'ai dit, mais on vous utilise, parce qu'au final, on ne vous donnera pas les 24%. Et même si c'est inscrit dans la Constitution que c'est les 24%, vous verrez, ce n'est pas les femmes politiques qui seront à la tête de ces listes-là. Ce sera des cooptés tels, si ce n'est pas leur fille, c'est leur amie, ce n'est pas leur soeur, c'est leur cousine, tout simplement. Nelly Dodinou a beaucoup de choses à dire. Virgile Aroncé, en l'écoutant, est-ce que vous trouvez qu'il y a un espoir? Ou comme on le dit dans les Saintes Écritures, est-ce que la prophétie tarde, mais elle finira par s'accomplir? Bon, je suis désolé de me retrouver un peu, je ne suis pas obligé, dans le rôle, n'est-ce pas, d'avocat des hommes. Vous savez, tout n'est pas la faute des hommes. Soyons réalistes, parce que si on n'est pas réaliste aussi en politique, on ne va pas y arriver. Vous savez, la femme, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est peut-être, comme dirait l'ancien combattant, depuis que le monde est monde. La femme a toujours pensé que... Tout lui sera donné. Oui, que c'est elle qui joue le second rôle. Et elle assume. Elle est dans la position de second rôle. Observez un peu autour de vous. Observez un peu. La femme, elle croit que c'est elle qui, naturellement, déploie moins de force. Donc, elle est abonnée à déployer moins de force. Pour ne pas dire abonnée, bon, fainéante ou pareil. Je comprends. C'est comme ça notre société. Même en classe, dans les groupes, quand vous dites exposé, par exemple, elles sont rares, les femmes à s'adonner au travail. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a qui, contrairement à tout ça, se distinguent, se battent pour avoir leur position, pour s'affirmer, pour ne pas être... Quand vous parlez des ministres, je ne veux pas nommer une particulièrement, mais ce que vous dites, cette image me renvoie ceci, à savoir que, bon, si elles ne s'affirment pas comme ça, c'est peut-être qu'elles se disent que, bon, elles sont pas à leur place où on leur a passé la place, donc elles font le service minimum pour être là quand même. Généralement, c'est ça. La femme pense que, bon, c'est d'abord la chose des hommes, et si je suis là, c'est que je suis suppléante. Mais ça ne peut pas aller comme ça. Parce que, regardez, on a quand même parlé, on a dit milieu politique. Est-ce que pour les hommes, c'est déjà facile? Pour les hommes, ce n'est pas facile. Donc, si vous voulez gagner les hommes, si vous voulez changer les choses, venez combattre les hommes sur le terrain des hommes. Vous venez combattre les hommes sur le terrain des hommes. Il n'y a pas de faveur. Surtout pas en politique, il n'y a pas de faveur. Donc, si je suis d'accord avec Nelly, vous avez plus d'efforts à fournir que les hommes.
Mais alors, il faut y aller, il faut fournir plus d'efforts. Les pesanteurs de ceci, cela, il faut laisser. Et ça commence déjà par le fait de ne pas assumer le second rôle. Pour moi, c'est important. Comme ça, vous voyez, il y a quand même des femmes en politique qui, quand je ne vais plus vous donner l'exemple de Roselyne Soglo. Elle n'est pas seulement là parce qu'elle est la femme d'un ancien président. Non? Et vous sentez que celle-là, on a besoin d'elle quand même à l'Assemblée. Il y a l'ancienne présidente de la commission des lois, Hélène Aholokeke. Voilà quand même une dame qui ne fait pas cas de sa féminité, qui restait à l'Assemblée. Moi, je ne l'aimais pas particulièrement pour ses rôles politiques. Mais au moins, il avait ce témoignage, tout le monde était unanime qu'elle faisait beaucoup d'efforts. Elle a apporté beaucoup, par exemple. Donc, quand les femmes se distinguent, ça plaît. Et ça s'impose. Ça s'impose, ça plaît. Et si vous avez le choix, vous faites forcément le choix des hommes. Donc, quand vous vous y mettez, quand votre effort combat pour vous, je crois que le reste, ça devait venir. Vous avez souvent entendu les femmes tenir un discours de « aidez-nous ». Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Et vous voyez souvent, même quand on parle de la saison de promotion des femmes et tout le reste, les rares qui commencent comme ça, elles se battent pour quoi? Elles se battent même pas pour la promotion des femmes. Elles se battent d'abord pour leur propre promotion. Quand elles sont ici, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, tant qu'on ne va pas savoir que dans cette vie, et avant tout, chacun se bat d'abord pour soi-même à son niveau. C'est-à-dire déjà en classe, la fille doit savoir que elle va à l'école et que c'est son travail qu'elle fait qui va la hisser demain. Si elle croit que c'est parce qu'elle est femme qu'on doit naturellement l'aider, ça ne marchera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes le 8 mars, on le dit, dans un an, on va le dire. La situation sera toujours la même, ça ne va pas changer. Non, réalisme réel. Non, c'est pas, non, c'est dimanche compris. Non, c'est vendredi, c'est vrai, dans les mosquées. De prière ici. Je pense que quand on parle, il faut également reconnaître où se trouvent nos responsabilités. C'est déjà bien de reconnaître qu'aujourd'hui, sur la scène politique, la femme a plus d'efforts à fournir, qu'aujourd'hui, même les hommes n'ont pas encore réussi à s'affirmer autant et que c'est déjà un combat chez eux également. Donc, c'est à la femme également de pouvoir trouver les moyens pour y arriver. Mais quand vous parlez d'éducation, en revenant à la question de l'école, quand vous me dites que les filles à l'école, dans les groupes d'exposés, mais vous oubliez également que ce sont nous-mêmes les parents déjà à la maison qui disons à nos enfants, ah oui, la femme, quand l'enfant commence à parler, on se dit, non, ça va, quand tu seras chez ton mari, tu seras en train de crier, non, mais on ne dit pas à l'enfant, c'est comme ça, on parle, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire ce que tu as à dire, mais déjà à la maison, l'éducation, l'exemple qu'on représente à nos enfants, fait en sorte que nos enfants pensent que dès qu'on est avec les hommes, ce sont eux d'abord et nous après. Quand ils auraient fini de partager, le reste nous reviendra. Ou quand on a besoin de faire quelque chose, il faut qu'on les consulte systématiquement, ou il faut que ce soit de leurs accords, ou il faut qu'ils nous laissent la place non sérieusement. Mais Alilatou, ce qui est aussi bien, c'est que quand on parle de parents, le plus souvent, c'est un homme et une femme. Exactement. Donc les femmes aussi, au niveau du couple, au niveau du foyer, doivent savoir leurs responsabilités. Je n'en avais pas fini. En fait, quand je parle, je ne m'adresse pas qu'aux hommes. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous, en tant que parents, ou nos parents, ou nous, les modèles de parents que nous devons être pour nos enfants. Si nous décrions la même chose depuis des siècles, depuis que ces luttes ont commencé, depuis que des femmes ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui on puisse s'affirmer autant en politique, pour qu'on puisse réclamer et jouir de nos droits, même si ce n'est pas encore un acquis dans tous les pays, qu'on puisse aller au boulot, travailler, gagner un salaire, qu'on puisse, il faut, si on veut que les choses changent, il faut que ça commence dans nos familles. On ne va pas chaque jour ou chaque année faire le discours des réalités, des pesanteurs socio-culturelles, des réalités traditionnelles aussi. Et ça, si ça doit changer, il faut que ça change dans les mentalités. Parce que ce sont les enfants, les filles, les femmes de demain, les leaders que nous voudrions demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui. Et si ça ne commence pas aujourd'hui, demain, comme le dit Virgile, on reviendra faire le même discours. On va se plaindre que les femmes ne sont pas représentées. On va se plaindre que les femmes ne prennent pas d'initiative. On va se plaindre que tous les combats ou les luttes qu'on a eu à faire pour l'émancipation, pour le leadership féminin n'aboutit pas. On va se plaindre que ce sont quelques femmes qui font des luttes pour les autres
afin de s'affirmer et pas pour aider les autres. Il faut qu'on puisse trouver... D'ailleurs, je pense qu'on sait où se trouve le problème. Oui. Mais on essaie de cacher parce qu'on vit sur ceux d'aujourd'hui, alors qu'on ne se dit pas les générations à venir vont partir des générations qu'on va former aujourd'hui. On retient donc... Vous avez constaté, Jocelyne, oui. Nous disons la même chose. Oui, oui, oui. Nous disons la même chose. C'est quelque part que ça naît. C'est d'abord dans la famille. Oui. Le travail on garde le cliché. Il y a des clichés qu'on garde comme ça inconsciemment. Et c'est ça qui est pire. On ne sait même pas que c'est ça qui est le fruit de ce qu'on déplore là, que ce soit en politique, que ce soit... Mais comment ça se fait qu'on dit que bon, tel métier, c'est généralement réservé aux hommes et pourtant des femmes réussissent. Et à côté, on dit, ah bon, toi, une femme, tu fais ça? C'est comme ça comment? Mais c'est parce qu'elles ont pu transcender, elles sont restées dans un environnement où on leur a permis de faire ça, qu'elles ont abouti à ça. On est d'accord. Donc c'est comme ça, inconsciemment, nous portons nous-mêmes, n'est-ce pas, les raisons de cet art que traînent les femmes, excusez-moi. Et après, on vient... On vous le permet. Voilà. on retient donc sur le sujet qu'un travail à la base doit être fait au niveau de la cellule familiale. On retient aussi qu'il faut des femmes compétentes. Et qu'elles-mêmes prennent conscience. Oui. C'est d'abord elles-mêmes la solution. Je ne sais plus qui l'a dit, quel auteur l'a dit, mais la réussite, c'est peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. Donc les femmes doivent se mettre donc au pas pour pouvoir réclamer bien de choses en politique. On va cette fois-ci en venir à présent au thème retenu ici sous le soleil. Sinon, là tout de suite, on se prononçait bien sûr sur le thème retenu au plan national qui est le leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. Le thème sous le soleil, je l'ai dit, c'est émancipation de la femme, obstacles et défis. On va rester avec Virgile Aroncet sans vous rendre jalouse, bien sûr, mesdames. Est-ce qu'en tant qu'homme, vous partagez toujours, Virgile, la définition de l'émancipation par les femmes? Oui, on a dit émancipation par égalité. Parce que l'égalité, bon, je crois que c'est à chercher la preuve. On fait ce débat dans il n'y a pas égalité. C'est parce qu'il n'y a pas égalité. Et aucune femme que je sache ne réclame d'ailleurs pas l'égalité. C'est pas un minimum. Je crois que c'est l'équité. On parle plutôt d'équité. Bon, voilà. C'est ce minimum qu'on réclame aujourd'hui. Et après, bon, je crois que le reste, ça peut venir. Nelly Dodino, pour vous, qu'est-ce que c'est l'émancipation? L'émancipation, pour moi, pas comme ce qu'on pense, je veux aussi porter les mêmes tenues, je dois porter les mêmes culottes, je dois sortir comme les hommes, rentrer chez moi à 5 heures, faire ce que je veux. Ce qui pose le problème de la contextualisation du terme émancipation ou... Tout à fait. Tout à fait, où on se dit, bon, tu es homme, je suis femme, mais dans la maison, on est sur les mêmes pieds d'égalité, tu dis, je dis. Non. Pour moi, l'émancipation de la femme, c'est que nous sommes journalistes. On dit, les domaines politiques, c'est réservé pour les hommes. L'actualité politique, les débats politiques, c'est réservé aux hommes. Ton émancipation en tant que femme est que tu as envie de faire, tu travailles et tu t'insères parmi eux. Tu viens, tu t'imposes. Et tu travailles pour maintenir le cap. C'est moi, je pense. L'émancipation, c'est que nous avons 10 filles à l'école. Travaillons à ce que ces 10 filles restent à l'école, évoluent. L'émancipation, pour moi, nous avons des écoles d'ingénieurs. Je veux aussi voir autant de femmes que d'hommes. L'émancipation, c'est cette capacité pour la femme de défendre son opinion et de l'argumenter. L'émancipation pour la femme, c'est de s'asseoir et de réfléchir pour dire qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté. Nous avons des besoins dans cette communauté, je vis dans une localité, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma contribution? Il y a des jeunes qui font quelque chose ici, ça m'intéresse. Je viens, je m'associe. Je peux leur apporter peut-être ma position, peut-être mon influence, peut-être mon carnet d'adresse. Pour moi, c'est ça l'émancipation. C'est-à-dire, votre capacité de travailler, votre capacité de vous imposer par vos compétences et vos talents, votre capacité de défendre vos opinions. Vous avez votre avis sur une question. Que vous ayez le cran, le courage de le dire. Et très haut. Vous avez un combat à mener. Retroussez vos manches. Allez-y à fond.
C'est comme ça, moi, je comprends l'émancipation de la femme. L'émancipation, celle qui va nous apporter en résultat en matière de développement personnel, en matière de développement de la communauté et en matière même du développement durable. C'est-à-dire, nous travaillons aujourd'hui pour les générations futures. Vous êtes, on dit, un domaine tellement réservé aux hommes, vous y foncez. Et quand vous voyez le vécu de Simone Veil, vous comprendrez que elle a tapé, elle a foncé toutes les portes. Jadis interdit ou fermé aux femmes. Je sais pas, tout ce qu'il y a d'impossible en son temps, tout son vécu, ce n'est que la capacité d'une femme à aller là où les hommes, je sais pas, Au royaume des hommes. Au royaume des hommes. Que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit dans les commissions, que ce soit en France, et partout dans le monde, elle a mené ce combat. Et les gens la considèrent comme celle qui a ouvert toutes les portes aux femmes. C'est-à-dire, nous, femmes, on doit se dire, notre émancipation, c'est ça. Ce n'est pas bon, je dois être à la mode comme tout le monde, je dois me faire belle comme tout le monde, parce que le modèle de référence n'est pas ce qu'on voit dans le virtuel. C'est ça qui crée le problème. On pense que, bon, il faut se croiser les bras, attendre parce qu'on est femme, parce que non. Parce que, tel qu'on conçoit l'émancipation, ça crée plus de problèmes, et ça fait que les hommes manquent encore plus de confiance et ne veulent pas céder. On dit oui, la femme, oui, émancipation, tu reviens à la maison, tu veux te mettre sur tes grands chevaux, c'est moi l'intellectuel, par ici, par là. Non, je ne suis pas d'accord, oui. On n'est pas d'accord, on s'assied, on discute. Tu as ton avis, j'ai mon avis de la chose, on s'entend sur le minimum et on évolue. Il y a d'autres qui vous diront, dès que vous arrivez au seuil de votre portail, vous déposez tous vos titres et galons au portail et vous rentrez à la maison en tant que femme. Parce qu'il n'y aura jamais, quand je dis jamais d'égalité, je ne parle pas d'égalité des droits, mais dans la vie active, dans la vie de tous les jours, il vous sera difficile de dire que je suis l'égal de l'homme. Ils ont plus de temps que nous. Le matin, il faut faire à manger aux enfants, ceci, mais monsieur a déjà porté son pantalon, il est parti. Même si vous devrez sortir de la maison à la même heure, mais c'est que toi, tu es debout des heures avant et te consacrer aux tâches de la maison, s'occuper de la maison et s'occuper de lui-même. Avant que vous n'allez au portail, rentrer dans le véhicule, tout comme si vous avez fait les mêmes choses. Lui, il a plus d'énergie. Et au boulot, il y a du travail qui t'attend, les mêmes tâches qui t'attendent que lui. Vous sortez le soir, tu cours à la maison parce qu'il y a des enfants. Lui, il peut se permettre de traîner un peu dans les rues parce que c'est un homme. Donc, l'émancipation chez moi, là où les hommes peuvent, c'est que les femmes peuvent aussi. Alila Toudraman, Nelly Dodinou nous donne comme ça sa définition de l'émancipation. Je ne sais pas si vous partagez en tout cas cette définition. Elle nous dit que les filles doivent aller à l'école, que les femmes doivent pouvoir défendre leur opinion, doivent faire savoir leurs besoins, doivent s'affranchir. Selon vous, qu'est-ce qui se pose comme obstacle à tout ceci? Qu'est-ce qui se pose comme obstacle à l'émancipation des femmes? Oui. Je pense qu'avant tout, c'est la femme elle-même. Parfois, nous avons, je ne sais pas, une idée erronée de l'émancipation, du concept, ce qui fait qu'on se nuit à nous-mêmes. Et d'autre part, il y a que notre environnement ne nous accompagne pas dans notre envie de s'émanciper, de s'épanouir, de s'éclore, de n'être pas cette chose-là qu'on a envie de laisser à la maison. Quand je parle de nous-mêmes en tant que femmes, c'est un peu comme le dit Nelly. Nous avons, où il y a des femmes qui ont une idée, je ne dirais pas fausse ou erronée, ça va dépendre de la situation dans laquelle elles se trouvent et de comment est-ce qu'elles conçoivent leur idéal, leur vie. Et donc, elles pensent que être une femme émancipée, c'est avant tout une femme qui, oui, elle n'est pas soumise dans le sens propre du mot, c'est-à-dire à la maison, quand l'homme parle, elle doit pouvoir parler, elle attend forcément que l'homme fasse les mêmes tâches ou que l'homme l'accompagne sans que ce ne soit « ah oui, aide-moi à faire ci » ou parce qu'elle est une femme émancipée, « ah, quand je suis au boulot occupé, il faut que monsieur soit en train de faire peut-être ce que je dois faire ».
Quand je sors, je rentre à l'heure à laquelle je veux parce que c'est mon boulot qui me l'oblige. Il y a ces façons de penser-là qui font que les femmes ne s'approprient pas l'idée de l'égalité et de la différence. Parce que devant les lois, devant le droit, on est égaux, Oui. mais nous sommes différents. Nous sommes différents parce que dans la création, l'homme a été conçu pour être. La femme a été conçue pour être. Du coup, quand on vient ensemble, il y a de la complémentarité. Mais parfois, il y a des femmes qui oublient cette complémentarité et au nom des luttes qu'elles ont peut-être mal comprises, elles pensent que, oui, être émancipée, c'est une femme qui porte pantalon matin au soir. Quand on dit 1, elle doit dire 3, parce que les femmes, il faut reconnaître qu'on parle un peu beaucoup. Et donc, au lieu de dire 1, peut-être, elles en disent beaucoup, et puis c'est à 3, 4, 5, et paf, ça commence par créer déjà des problèmes à leur propre épanouissement, à l'épanouissement du couple, à l'émancipation dont elles rêvent. Et quand je dis de l'autre côté l'environnement, nous sommes des femmes émancipées. Peut-être nous respectons nos maris ou nous faisons ce que nous incarnons des valeurs de la société. Mais parce qu'on est dans une société où les hommes se disent parfois la femme, elle ne doit pas être là. Dès qu'on commence par s'affirmer, qu'on constate que peut-être le mari constate que oui, la femme commence par aller un peu plus dans le boulot, elle commence par avoir plus de promotion que l'homme, l'insécurité que l'homme ressent déjà parce que oui, il se dit si elle gagne plus que moi, peut-être qu'elle ne va pas être respectueuse, ou il sent son honneur, son ego d'homme touché, il se dit ah non, elle ne peut pas atteindre ce niveau-là. Du coup, on fait en sorte que la femme ne puisse pas avoir autant confiance en elle pour continuer sa lutte et elle est réduite. Il y a la question des enfants. Quoi qu'on dise, quand on quitte le boulot, il faut revenir à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper des travaux domestiques. Parfois, quand on n'a pas assez de cran, quand la motivation ou l'engagement n'est pas à son paroxysme, on se dit pourquoi je fais si je rentre, il y a beaucoup de choses à faire à un moment donné. Quand on n'a pas également le soutien de son mari, on est découragé, on laisse tomber. Il y a également l'émancipation de la femme. On a des femmes qui ont envie de faire. Mais dès que vous avez un emploi, il y a votre patron qui commence par vous faire des yeux doux. Même quand il sait que vous avez les compétences qu'il faut. Il fait tout parce que c'est lui le chef aujourd'hui. Il est le Dieu de la terre et du ciel. Il décide de vous pourrir la vie. Et parfois, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles voient entre le foyer et le boulot, où vous allez faire peut-être des sacrifices qui n'en valent pas la peine, votre honneur également, elles décident de quitter. Vous voyez, ce sont beaucoup de choses aujourd'hui qui font que même quand les femmes sont à un niveau d'émancipation, du jour au lendemain, vous allez les voir et vous allez vous demander, mais attendez, c'est de la même femme qu'on parle, c'est cette femme qui faisait ci, c'est cette femme qui s'affirmait autant. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à citer, mais je pense que, quoi qu'on dise, il y a des femmes qui arrivent à trouver le juste milieu. Nous allons demander beaucoup de soutien des hommes, beaucoup de soutien de la société également, parce que la question d'émancipation de la femme ne profite pas qu'à la femme. Ça profite autant au foyer, aux familles, qu'au développement du pays. Et donc, si les femmes et les hommes en prennent conscience, ce sera bénéfique pour tout le monde et ce ne sera pas une question de la femme veut être notre concurrente ou la femme veut être égale à nous parce qu'elle veut nous nuire, elle veut diminuer notre capacité ou notre honneur à être au devant de tout. Ça diminuera leur virilité, qui sait. Toute autre question pour vous, Virginie Rancé. Est-ce qu'on doit dresser des limites à l'émancipation ou est-ce que l'émancipation peut s'inviter partout? Non, vous savez, la nature elle-même a prévu ses limites, les limites de la femme, les limites... Non, c'est illusoire. Encore une fois, si on ne part pas sur la réalité, on va toujours buter. La nature elle-même a prévu ses limites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Avant que je n'oublie, il y a Alilat qui parlait, n'est-ce pas, de ces relations entre patron et employé femme. Vous savez, tout se tient. Il y a quelqu'un qui a attiré mon attention sur un aspect.
de ces lois-là, votées par les députés récemment, ces lois sur l'embauche où on peut renouveler de manière indéterminée un contrat. Et il attire mon attention sur le fait que la conséquence, ou l'une des conséquences, c'est que c'est exactement son thème, le droit de cuissage, a recommencé abondamment dans notre administration. Parce que le travail est devenu précaire. Et donc, la petite qui a eu la chance, n'est-ce pas, de percer, d'avoir son premier contrat, elle est obligée... Bon, je fais juste la mère en studio, je ne peux pas dire. Elle est obligée de s'offrir, quoi, à son patron. Elle n'est pas obligée, mais elle a la pression. Voilà. Entre s'offrir et garder son boulot et partir et garder son honneur. Et cette pression est indéterminée aussi. Comme le contrat désormais à durée déterminée. Et ça change la société complètement. Voilà donc des aspects de la vie, des aspects politiques qui indirectement impactent également la femme, la promotion de la femme, l'émancipation de la femme et tout et tout. Je tenais à rappeler ça rapidement avant de revenir à votre question, à savoir que, comme je le disais, il y a que, malgré tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, pour doper le moral des femmes, elles en sont réellement capables, ce n'est pas juste une dissertation. Il a des limites également à tout. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, tout de suite, ne peut pas. Voilà, tout comme nous, on ne peut pas garder un enfant 9 mois. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est un pouvoir de Dieu que personne ne peut contester, heureusement. Et qui est réellement un pouvoir. Comment, d'un geste seulement, et puis c'est 9 mois, et puis ça sort un enfant, ça sort un homme. C'est extraordinaire, ça. Pardon? Ça sort un Virgile. Bon, voilà, par exemple. Donc, on ne peut pas nier ça. Tu peux tout nier, mais voilà. C'est ça. Mais la nature, encore une fois, elle-même, elle a prévu ses limites et ses forces. D'où doit venir le salut de l'émancipation de la femme, Nelly? Le salut, c'est d'abord personnel, c'est d'abord cette capacité de la femme à s'affirmer. C'est d'abord cette capacité de la femme à continuer malgré les obstacles. Parce qu'elle doit se dire, on doit fournir plus d'efforts. Pour ne pas dire 4 fois, 5 fois. Parce qu'on est femme. Et le salut, c'est cette capacité des femmes et cette capacité à se tenir la main. Parce que je ne sais pas si c'est le poison ou si c'est... Le mal même des femmes. Le manque de solidarité. Le manque de solidarité, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui fait que les combats sont émiettés. C'est-à-dire, si les femmes peuvent arriver à se donner la main, à porter un même combat, parce qu'elles ont peut-être les mêmes objectifs, je pense que le salut viendrait. Par exemple, celle qui dit, tout ce matin, parlait de 30% des femmes. Tant que vous n'avez pas 30%, nous ne votons pas. Imaginez qu'une femme porte ce combat et que les autres en rajoutent et qu'elle descende dans nos hameaux et villages, ça va prendre ou pas? Ça prendrait. Mais si le combat est lancé et que derrière, il n'y a pas cette solidarité, ce soutien-là pour accompagner la femme, on n'aura rien. On dit oui, elles sont 52%, mais pourquoi elles n'arrivent pas? Mais pourquoi? On doit se poser cette question-là. Parce que nous-mêmes, entre nous, on n'accepte pas être gouverné par un homme. Moi, je me rappelle, j'étais dans une femme. Pas une femme. Je me rappelle, j'étais dans une association. Il était question de désigner les chefs ou je ne sais pas, l'équipe qui va diriger les responsables du groupe. Je vous dis, nous femmes, nous étions en majorité dans le groupe. Mais les femmes n'ont pas soutenu la candidature d'une femme. Est-ce qu'il faut soutenir pour soutenir? Non, je ne refuse pas. Vous voulez être représenté dans le noyau dur pour savoir pourquoi les décisions sont prises et comment les décisions sont prises. Mais on dit volontaire, personne parmi les femmes. On se regarde, on sourit, on se regarde, on sourit. On dit, bon... Qu'est-ce qui vous a empêché, vous, Nelly, de lever la main? Manque de confiance en soi, comme le disait Ali Latou? Non, pas manque de confiance. En fait,
j'ai pu lever ma main. Bien après. J'ai levé ma main. C'est vous qui n'avez pas été élu. J'ai levé ma main. J'ai levé ma main. Puis après, je me suis désistée en faveur d'une autre. D'accord. Parce que je voulais qu'elle puisse porter la voix. Parce que quand on se retrouve en apathie, c'était celle qui avait des idées. C'était celle qui voulait. On doit pouvoir comprendre. Les hommes s'imposent à nous. Mais on a dit volontaire, non. On se regarde parce qu'on n'a pas le courage de dire oui, je veux. J'ai dit je veux moi. Et c'était le tour des propositions. J'ai dit je propose telle personne. Après, on dit bon... On passe au vote. On passe au vote, mais je dis, je vais me désister en faveur de celle-là. Elle n'a pas voulu. J'ai dit, je me désiste en faveur de celle-là. Finalement, elle a accepté. Mais entre nous, les femmes n'ont pas voté. Elles ont préféré les hommes. 2 mois après, elle revient pour dire, ah, ils ont pris telle décision. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, tant pis. Parce que tu avais la possibilité d'être là pour comprendre comment les décisions sont prises. Donc, le salut des femmes, c'est reconnaître qu'elles ont cette capacité d'aller où les hommes sont, dans leur royaume, où ils se disent, bon, nous sommes les seuls chefs détenteurs du pouvoir suprême sur vous, et de dire, oui, nous-mêmes, nous avons une quote-part dans ce pouvoir que vous voulez exercer. Parce que vous voulez exercer ce pouvoir sur nous, mais acceptez qu'on vous dise que tel que vous pouvez, la manière dont vous pouvez exercer ce pouvoir pour avoir tel résultat. Elles n'ont pas voté. 3 mois après, on a fait ci, on a fait ça, c'est des problèmes. J'ai dit, bon, je vous laisse d'abord parce que moi, j'ai le chat à fouetter. Donc, il n'y a que le salut provient de cette capacité à se dire, on peut y aller, on peut prendre aussi, on peut prendre le devant de la sienne. Et cette solidarité qui doit s'entourer autour de nous, entre nos femmes, et l'accompagnement des hommes. Parce que aucune femme, je vous dis, soit tu décides d'être la femme libre de tout engagement, donc tu n'as que ton combat et ta vie, tu évolues, mais malheureusement les gens vont te coller des noms, elle ne reste jamais sous un toit, elle ne peut jamais rester, une femme de cette façon, jamais, est-ce que tu l'as jamais vue dans un foyer? Elle ne peut pas, c'est pas possible, une femme qui est là, elle est toute, non. Non, mais est-ce que vous, les femmes, vous êtes obligées de faire attention à ces discours qui vous cassent, qui cassent votre élan? C'est pas facile. C'est fait pour ça et justement, vous c'est pas facile, très peu arrivent à dire, bon, je m'en fous de vous, de tout ce que vous dites. Elles vont que de l'avant. ça soit le baromètre. Et Nelly, quand il dit ça, ça veut dire que ça marche. Non, mais donc, je il faut pense, qu'il dise ça assez. je pense qu'au-delà de ces femmes-là, également, là c'est encore mieux, mais ces femmes qui sont dans un foyer, qu'on traite de tous les noms, et même le mari qui est censé connaître sa femme n'a pas le courage de la défendre. Voilà, de la défendre. Et puis la femme est exposée à la société, elle n'a pas... Et c'est la belle famille pour dire jamais quoi, comment une femme chez nous doit rentrer à 2 heures, c'est toujours elle. Il n'y a que la solidarité et l'accompagnement de la famille. La femme doit pouvoir reposer sur son mari, qui doit l'accompagner dans son combat, comprendre son combat, même s'il faut intégrer sa vie associative pour comprendre, pour la soutenir. Et il y a la famille, la belle famille aussi, lui doit jouer son rôle pour dire, c'est ma femme, je lui fais confiance, j'adhère à son combat, c'est pour l'avenir de nos enfants, c'est pour l'avenir de la nation. On rassure de l'autre côté parce que celles qui sont plus méfiantes, ce sont les belles familles. Mais non, tu reviens de l'autre côté, il y a aussi ton père et ta mère qui créent, par crainte, je sais pas instinct de protection. Non, c'est pas un monde pour les femmes. Mais dans ce combat-là, au-delà de la responsabilité de la société, au-delà de la responsabilité, vous le mentionnez, de l'époux, dites-moi pourquoi les femmes ont du mal à porter elles aussi les idées des autres femmes. Ça, c'est une question à laquelle... la jalousie, de la calomnie, qu'est-ce que c'est? Bon, toutes les fois, on essaie de faire le débat, mais personnellement, je me pose souvent la question, est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est par jalousie? Parce que pour être jalouse, il faut avoir les compétences et la capacité de l'autre. Et quand on est jalouse, il faut se mettre en compétition pour qu'on puisse jauger entre vous deux qui peut. Mais si vous ne vous mettez pas en compétition,
que vous laissez l'autre en compétition et que vous passez en arrière pour motiver les autres femmes à ne pas la soutenir, je pense que vous ne faites pas mal à la personne. Mais au-delà, vous vous faites mal parce que demain, si vous le faites et que vous n'encouragez pas votre consoeur, demain, vous n'aurez pas la chance ou vous n'auriez pas cette capacité pour encourager vos enfants qui auraient aimé être à la place ou qui pourraient prendre comme modèle l'autre femme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que les femmes doivent comprendre, si c'est pas jalousie ou quel que soit le motif, c'est que quand on combat l'autre, c'est avant tout nous-mêmes qu'on combat. Parce que l'autre peut être un exemple pour nos enfants, parce que l'autre peut porter notre voix, parce que l'autre peut mieux comprendre peut mieux comprendre tout ce que nous avons aujourd'hui comme obstacle et nos difficultés et pourra mieux nous aider à les exprimer. Ce n'est pas la peine de penser que oui, parce que les hommes nous miroitent, il y a l'effet de l'argent en politique. Les femmes sont plus honnêtes aujourd'hui, même si après on peut douter de leur honnêteté. Quand elles ne sont pas nombreuses. Voilà, non, je ne pense pas que c'est parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Mais les femmes sont plus honnêtes, pas peur, pas la crainte de Dieu, pas peur pour ce que leurs enfants deviendront si aujourd'hui elles font mal aux autres. Et du coup, elles sont beaucoup plus attentives, je ne sais pas, plus attentives à la question ou aux difficultés des autres dans la société. Si vous n'aidez pas votre consoeur ou votre soeur à aller de l'avant et que vous pensez que oui, parce que monsieur ou les hommes viennent nous donner quelques miettes, il faut les soutenir parce que si ce n'est pas moi, ce ne sera pas l'autre, ce n'est pas la peine. C'est un combat pour nous tous et contre les autres, pas contre nous-mêmes. Ce sera la conclusion de Alila Toudraman. On vous écoute aussi, vous, Virgile Arouancet. Pour un peu de développement avant. Oui, bien sûr, juste un peu. Bon, moi, je crois qu'il serait illusoire, encore une fois, d'espérer que quand une femme se met là, toutes les femmes vont s'aligner derrière. Pourquoi? Il faut de la compétence avant tout, je trouve. Non, pas s'aligner pour s'aligner. Non. Quand un homme se met là, tous les hommes ne s'alignent pas non plus. Donc, on peut dire que c'est la même chose. Oui. On peut dire que c'est la même chose. Et puis, les femmes, moi, je continue de fouiller les encyclopédies. Tout le monde est unanime là-dessus. Les femmes n'aiment pas toujours les femmes. Et elles se concurrencent, elles se regardent. Est-ce que c'est naturel? Bon. Est-ce que c'est une question de nature? On ne va pas dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais c'est vous la faute. On va laisser Virgile terminer ses propos. Enfin, heureusement, à Soleil FM, je vois quand même que vous, plus ou moins, en tout cas, je ne sais pas si ça va, comme dirait ma mère, à l'intérieur, mais vous affichez quand même. Il faudrait y aller pour savoir. Bon, non, laissez-moi en surface ici. Hein? Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Si vous ne vous aimez pas, c'est clair que on n'est pas obligé de s'aimer, mais quand on tient ces genres de discours, un 8 mars, on peut s'asseoir et dire ces choses, ça veut dire que chaque femme a une responsabilité, à savoir ne pas jalouser l'autre, à savoir c'est moi le problème, je suis ce que je défends, enfin je critique chez les autres. Si ça va comme ça va aller. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, en politique, comme on a commencé. En 30 secondes. En 30 secondes. Vous savez, en politique, puisque les femmes sont rares, elles sont plus exposées. Naturellement, elles sont plus exposées. Et puis, la réussite, et ça, c'est pas seulement en politique, ça peut vous donner des airs d'indépendance, de plus respecter ceci. Ça fait partie également des choses qu'il faut combattre. Et ça, c'est également au niveau de chacun ou de chacune, précisément. C'est vrai que c'est une question d'éducation, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut avoir ça présent à l'esprit constamment. Bon, après, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Hein. Mais c'est clair que dans un milieu de 100 hommes prenants, vous êtes 3 femmes, ça concurrence. Ça soumet à des épreuves. C'est comme ça. Donc, il faut plutôt trouver les clés pour submerger tout ça là. Merci Virgile Arouancet. Je sais que Nelly a du mal à faire court, mais s'il vous plaît, en quelques mots, pour finir. Non, juste pour dire qu'on doit pouvoir se fixer des objectifs chaque 8 mars. Oui. Quand je me fixe des objectifs, c'est que l'année prochaine, je dois pouvoir faire le point. Et je dis que les femmes doivent pouvoir se soutenir. On doit se dire que nous sommes une échelle pour permettre aux autres d'aller de l'avant. Et ce sera notre tour après.
On finira par un texte qui m'a été envoyé. Il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée, disait Thomas Sankara, libérée des fers et des jougs extérieurs, mais surtout libérée des barrières et des limitations intérieures, libérée de l'ignorance d'elle-même. Femme africaine, connais-toi toi-même et par toi-même. Ne te limite pas à te percevoir que tel que l'histoire, la société, les masculins ou même les autres féminins te définissent. Réinvente-toi consciemment et constamment et trace ton chemin vers l'avenir que tu souhaites et mérites. Tu as le fondement de la splendeur du continent noir et la clé de sa reconstruction. Force et lumière à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Pour l'intégrale, merci et bonne fête à toutes les femmes.